Bonjour et bienvenue dans la deuxième émission du podcast du droit international, le podcast consacré à la recherche en droit international public. Pour cette deuxième émission, j'ai eu le plaisir de recevoir Gaëtan Ballan, post-doctorant au sein du projet Mercro. Il nous livre une approche différente de la recherche en droit international en revenant sur ses expériences au sein de plusieurs programmes de recherche. Spécialisé en droit de la mer et droit maritime, Gaëtan nous présente quelques-uns des sujets qui le passionnent. Bonne écoute! Bonjour Gaëtan. Bonjour Pauline. Tu es actuellement postdoctorant au sein du Centre de droit international de l'Université Lyon 3. Est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as fait avant d'arriver ici? Alors, comme tu l'as dit, actuellement, je suis postdoc au sein du projet Mercro. Mais avant ça, j'ai fait une thèse au sein d'un programme européen de recherche, le RC Humancy. Et j'ai eu la chance d'être financé pour ma thèse qui portait sur l'engagement de l'Union européenne dans la lutte contre les activités illicites. Aujourd'hui, tu es au sein du projet Mercro. Ta recherche porte sur la police en mer. Est-ce que tu peux nous présenter par exemple d'autres sujets de recherche qui t'intéressent en dehors de celui-là? Comme tu l'as dit, mon sujet principal, ça reste la police en mer. Toutefois, je m'intéresse aussi au forage dans les fonds marins et les différentes mesures de police qu'on peut mettre en œuvre, à tout ce qui va être lié aux blue technologies et globalement à l'action des agences européennes en mer et le développement de la fonction garde-côte. Est-ce que, par exemple, la fonction de garde-côte, c'est plutôt au niveau de l'Union européenne, c'est ça? Alors, la fonction garde-côte, c'est une innovation qui date de 2016 et qui a été développée en 2019. Et effectivement, c'est juste au niveau de l'Union européenne. Toutefois, on a des fonctions garde-côte dans chaque pays. C'est simplement la mutualisation qui a été faite au niveau de l'Union européenne. Et c'est pas comparable aux Coast Guard américains qui, eux, sont une administration séparée. Ils ne visent pas la coopération. D'accord. Donc tu fais un peu, finalement, pas dans un cadre très large, mais un peu de droit comparé également quand tu compares, par exemple, ces fonctions-là. Ça peut m'arriver. Là, ça sera pas forcément mes projets de recherche dans le cadre de Mercro, mais effectivement, ça fait partie de mes axes principaux. Donc on va revenir sur le sujet de ta thèse rapidement quand même. Tu l'as réalisée au sein du projet, comme tu l'as dit, Humancy, du programme Humancy. Ta thèse portait sur l'engagement de l'Union européenne dans la lutte contre les activités illicites en mer. Et tu l'as réalisée sous la direction de Patrick Chaumette au sein du Centre de droit maritime et océanique de l'Université de Nantes et tu l'as soutenue en 2019. Est-ce que peut-être tu peux revenir rapidement dessus en nous présentant les enjeux de ta thèse et également ce que tu as voulu démontrer? Alors, oui, bien évidemment. Au sein du programme Humancy, plus largement, on cherchait à examiner toutes les normes maritimes qui portaient sur aussi bien les exploitations offshore que les blue technologies ou les activités illégales. Et c'est dans ce dernier domaine que je me suis posé. Et ma thèse, en fait, examinait comment l'action de l'Union européenne peut permettre aux États membres de lutter efficacement et en coopérant contre les activités illicites en mer. Donc déjà, c'était aussi tourné sur l'utilisation de la police en mer. Oui, enfin c'était lié, oui. C'était lié, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter les résultats que tu as obtenus peut-être? Les résultats que j'ai obtenus, ça a été effectivement de démontrer une certaine montée en puissance de l'Union européenne dans les différentes compétences qu'elle a conquises sur la police en mer. Et c'était extrêmement intéressant puisque au moment de ma soutenance, un nouveau règlement était en train d'être voté, donc c'était vraiment le défi de travailler sur un sujet en mouvement. Comme tu l'as dit également, tu as réalisé ta thèse dans le cadre d'un projet de recherche, le programme Humancy Rendre la mer humaine, qui a été financé donc par l'ERC. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être ce qu'est un financement par l'ERC, dans quel cadre ça a pu permettre de développer largement le projet au niveau international? Alors, très, très succinctement, l'ERC, c'est une bourse donnée par l'Union européenne. Ça a beaucoup aidé à la fois dans les recherches doctorales et à la fois dans le développement du projet, puis ça a permis d'accueillir 4 postdocs qui venaient de 4 pays différents, d'accueillir également des chercheurs invités qui venaient d'un peu partout et de bénéficier comme ça de différentes visions du droit de la mer et du droit relatif aux enjeux en mer.
puisqu'on peut avoir du droit de l'environnement, par exemple, qui est impliqué aussi. Oui, donc en fait, le cadre de ce programme était assez large finalement. C'était assez large, ça touchait toutes les activités en mer. C'est pour ça qu'il a abouti à 5 colloques internationaux et 5 livres sur le sujet, et on est très loin d'avoir épuisé le sujet. Oui. Vous faisiez également l'état peut-être d'une projection dans l'avenir des activités en mer qui n'existent pas forcément. Alors on l'a fait pour partie, notamment sur la question des drones maritimes et de l'usage des drones en droit de la mer ou dans des activités maritimes, ou encore sur des sujets comme la télémédecine, qui sont des sujets en développement, qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années, ou du moins pas dans cette dimension. Donc ça restait quand même un projet qui était très concret, très pratique. C'était assez pratique puisqu'on s'intéressait à la fois à des activités traditionnelles du droit de la mer, comme la pêche ou l'exploitation offshore, mais aussi à des activités émergentes comme les nouvelles exploitations en mer ou l'utilisation des drones. Donc c'était à la fois faire l'état de l'art de ce qui existait et se tourner vers l'avenir pour essayer de voir comment le droit de la mer pouvait et devait évoluer pour s'adapter à des nouveaux enjeux. Toi, tu as travaillé donc dans ce cadre-là sur les activités illicites en mer. Est-ce que tu as pu exploiter le programme Humancy, directement pour réaliser ta thèse, en dehors du cadre du financement, évidemment? Alors, très clairement, j'ai pu exploiter, même si j'ai pu bénéficier plutôt de l'aide du projet, tout simplement en ayant déjà mon financement de thèse, en pouvant aussi assister à l'école d'été en droit de la mer à Rhodes, qui a eu une place extrêmement importante dans mon parcours. Simplement, puis c'est 3 semaines où on fait des cours intensifs avec que des acteurs de droit de la mer sur le sujet. Ça m'a permis de développer un réseau sur le sujet et de bénéficier d'expertise sur des sujets très variés, ce qui permettait d'avoir un point de vue beaucoup plus holistique et de faire le point avec des spécialistes de la question. Je ne serais pas arrivé à ces résultats de thèse sans le projet, clairement. Ça, c'est une conviction et c'est une certitude. Et au sein du projet même, est-ce que tu avais un rôle particulier ? Alors, j'avais un rôle puisque la volonté du projet, ça a été, avec mon camarade Yann Tefani, puisqu'on était 2 doctorants, et on est aujourd'hui 2 docteurs, de nous impliquer. Donc, on a participé à l'organisation de conférences, on a participé à l'organisation des colloques internationaux en apportant notre aide, et à la vie globale du projet, notamment avec l'animation d'un carnet de recherche en ligne. Tout ça nous a permis en fait de développer des compétences scientifiques et logistiques qui sont extrêmement importantes pour notre vie professionnelle, puisqu'on a appris aussi bien des compétences scientifiques par rapport à l'élaboration d'appels à communication que des compétences très logistiques sur l'organisation de conférences, comment cela se passe avec toutes les étapes. Est-ce que tu peux nous dire à quoi le projet a abouti, en dehors, donc, comme tu as dit, des publications et de l'organisation des colloques? Est-ce que tu peux revenir sur les résultats? Je pense que si on peut, c'est un point de vue très personnel, mais si on peut synthétiser les résultats du projet, ça serait d'avoir fait l'état de l'art sur la plupart des grands enjeux maritimes qu'on connaît aujourd'hui, et finalement d'avoir initié aussi beaucoup de réflexions parallèles avec des travaux qui sont poursuivis pour après, d'avoir mis en lumière aussi plusieurs nouveaux sujets et parfois nouveaux experts, puisque dans plusieurs des colloques internationaux que nous avons organisés, déjà ils étaient diffusés en plusieurs langues en simultané, donc ça permettait une audience plus large, et dans plusieurs d'entre eux, il y a eu des junior conférences qui permettaient à des doctorants ou à des jeunes docteurs de présenter leurs travaux, et comme ça de faire avancer la recherche sur tout ce qui était droit de la mer et droit maritime. Je pense que sur le projet, on pourrait dire qu'une de nos conclusions principales, ça serait peut-être que à long terme, on arrive avec un certain rapprochement de droit de la mer, droit maritime, sur une vision plus holistique du droit des océans. Oui, c'est vrai qu'il faut faire une différence entre les deux. Peut-être que tu peux la rappeler rapidement. Alors, très, très basiquement, le droit de la mer vise le cadre international qui existe et va plutôt concerner les espaces, les actions des États en mer et les différentes conditions
d'exercice. Et le droit maritime vise beaucoup plus les transports et un aspect beaucoup plus commercial. Si on caricaturait un petit peu, on dirait que le droit de la mer, c'est du droit public et le droit maritime, c'est du droit privé. Et du coup, toi, tu travailles sur les activités illicites en mer. Ouais. Tu le classerais plutôt dans quelle partie ? Je dirais que la régulation des activités illicites en mer a des conséquences trouve ses sources en droit de la mer, et a des conséquences en droit maritime, puisque par exemple la piraterie va être régie par le droit de la mer, mais a des conséquences en droit maritime sur la sécurité des transports de marchandises, par exemple. Okay. Donc les deux sont liés intrinsèquement. Oui. Voilà, donc finalement, encore une fois, là, on a un exemple de la fragmentation du droit international. C'est ça, c'est aussi cette conscience de la fragmentation et de la faiblesse relative que ça peut constituer pour l'effectivité du droit qui m'a conduit à rejoindre le projet MERPRO, qui lui va vraiment travailler à la fois sur la police en mer, mais surtout sur la superposition des régimes de police en mer, c'est-à-dire le fait qu'on ait plusieurs régimes juridiques pour réglementer une même action. Justement, parlons du projet MERCRO à présent. Il a été lancé au sein du Centre de droit international par Chiara Neri. Il est financé par l'ANR. Le financement par l'ANR et la naissance même de MERCRO se base quand même sur un constat de duplication, pas tellement de fragmentation sur les régimes de police en mer. Et l'objectif est de donner à la fois aux chercheurs, comme nous, et aux acteurs en mer, des clés de compréhension et des clés peut-être d'évolution des normes qui encadrent la police en mer. Le titre du projet MERCRO, si je l'ai correctement noté, tu vas me dire, c'est La mer à la croisée des chemins, l'impact juridique de la superposition de régimes juridiques sur l'effectivité de la police en mer. Alors, tu as très bien dit ça, c'est dit de façon très jolie. Effectivement, je dirais que ce titre a presque tout dit, puisque si on prend des droits aussi différents que la lutte contre les trafics, le droit environnemental, les différentes mesures de police, par exemple, contre la pollution, la superposition des régimes juridiques va nuire à l'effectivité du droit. Et on a besoin de progresser sur cette question. C'est l'objectif que poursuit MERCRO. Et de plus, c'est vraiment quelque chose qui répond à un défi actuel, puisque si aujourd'hui on ne réforme pas, demain on sera confronté toujours à un problème qui existe depuis assez longtemps. En plus de la superposition des régimes juridiques, il y a également la superposition des espaces et des activités, parce que par exemple en mer, un même espace peut être à la fois une zone de pêche, une route commerciale, mais aussi un endroit qu'il faudrait protéger avec des normes environnementales. C'est ça, c'est effectivement dans un même espace maritime, la mer étant immense, on peut avoir de l'exploitation énergétique avec les différentes installations qu'on peut avoir en mer. On peut avoir des besoins de protection de l'environnement parce que certains bassins de biodiversité sont extrêmement riches et on a le nécessaire besoin du transit des navires puisqu'il faut que les routes commerciales continuent à être effectives. Donc vous utilisez finalement ces deux superpositions, on pourrait dire, pour voir quelle est l'effectivité de la police en mer, c'est ça ? Alors c'est pas tellement quelle est l'effectivité, mais pour plutôt l'améliorer, pour trouver des solutions et pour surtout qu'elles soient parfois mieux comprises par les acteurs, puisque on peut avoir parfois une application partielle par méconnaissance des règles. Donc en fait vous partez du constat que la police en mer n'est pas assez effective. C'est ça ? Mais la police en mer existe, les normes existent, mais effectivement, il y a un problème des fois de compréhension, des fois d'effectivité. Et c'est pour évaluer cette hypothèse qu'on a lancé une grande enquête à la fois auprès des acteurs, donc c'est-à-dire les administrations, les assureurs, les armateurs, mais aussi des usagers de la mer, donc des transporteurs, des pêcheurs ou encore des exploitants énergétiques. N'oublions pas les personnes qui supervisent les bassins de protection de la biodiversité ou qui font de l'aquaculture pour savoir quelle était leur expérience, comment ils comprenaient les différentes obligations et quel était finalement leur retour, par exemple, par rapport à l'existence de ces pouvoirs de police en mer.
Donc cette enquête a un objectif pratique. Est-ce que vous la réalisez seulement au niveau national, au niveau français, ou dans le cadre européen ou international? Non, elle est lancée au niveau international, tout simplement sur le constat que l'activité maritime est internationale, elle n'est jamais nationale. Donc, elle est lancée à la fois en Amérique du Sud avec un de nos chercheurs, à la fois sur le territoire européen, sur le territoire africain, aussi en Asie. L'idée est d'évaluer cette compréhension de règles internationales par les différents acteurs. Et par les utilisateurs de Oui, la mer, finalement. oui. D'accord. Il y a également, tu l'as dit, un objectif scientifique de faire l'état de l'art de la police en mer et de développer des solutions pour la rendre plus effective. Est-ce que tu as, par exemple, des propositions sur ça? Mais actuellement, il y a déjà un premier travail sur le recensement de toutes les mesures de police en mer qui sont applicables, qui a été réalisé par la doctorante Almo Disper, qui est associée au projet, qui est un énorme travail. L'enquête au niveau international constitue une seconde étape, et en fonction des résultats de cette enquête, les solutions qu'on pourra trouver vont être élaborées. Mais aujourd'hui, c'est encore un petit peu trop tôt pour donner des solutions sur des cas précis. Est-ce que vous avez déjà eu des réponses à cette enquête? Les réponses commencent à arriver. On a lancé plusieurs initiatives de communication via les réseaux sociaux pour diffuser cette enquête, aussi via les professionnels et l'envoi à des acteurs directement maritimes. Oui, c'est pas finalement un projet uniquement au niveau des États, c'est vraiment au Absolument niveau pas. des individus. C'est pour ça qu'on vise, à la fois les acteurs maritimes et les usagers de la mer, pour toucher à la fois des administrations qui dépendent des États, mais également des usagers qui utilisent le droit de la mer au jour le jour, notamment avec ce que tu évoquais, la traversée de plusieurs zones et donc de plusieurs régimes juridiques applicables. Dans le cadre de ce projet, est-ce qu'il va y avoir des ouvrages publiés ou des colloques qui seront organisés? Alors, il y a notre prochaine conférence qui aura lieu en juin, sûrement une autre en fin de programme. Toutefois, malheureusement, comme tout le monde, on est soumis aux contraintes du contexte sanitaire, donc ça donne beaucoup moins de visibilité. On peut souligner si l'ouvrage, il y en aura un à l'issue de la conférence qui réunira les actes, mais il y a également un certain nombre d'articles scientifiques qui vont être publiés sur différents sujets tels que le deep sea mining, de l'usage de la force ou des choses comme ça. D'accord, ça ce sont tes sujets de recherche également actuels, en plus du projet, c'est Oui, ça? surtout le deep sea mining et la police de la part des agences. Du coup, est-ce que tu veux, pour finir, nous parler d'un sujet de recherche sur lequel tu travailles actuellement, par exemple le deep sea mining? Alors effectivement, le deep sea mining, c'est un sujet de recherche sur lequel je travaille actuellement, en collaboration avec Christopher Svensson, qui travaille également sur le sujet, pour voir finalement comment on va assurer les mesures de police en mer, la protection du milieu marin, dans une activité qui hier paraissait complètement futuriste, c'est-à-dire l'exploitation des fonds marins, et avec la progression des technologies, finalement, l'exploitation devient aujourd'hui une réalité. Bien que, il faut préciser, on a l'Autorité internationale des fonds marins qui est là pour réguler la question. Toutefois, il y a une transition à faire et il est extrêmement important de voir comment on va arriver à la faire. Et aujourd'hui, il y a des normes qui régulent ça au niveau Alors, international? il y a le code minier de l'Autorité internationale des fonds marins qui va émettre un certain nombre de recommandations et qui va essayer de réguler. Après, on a aussi des normes en droit international de l'environnement ou en droit international public qui vont aider à cette régulation. Toutefois, le cadre est encore incomplet sur le deep sea mining et il manque beaucoup de choses à faire, tout simplement parce qu'au moment où les normes ont été faites, ça restait un sujet en devenir. Et c'était peut-être aussi un lieu qui n'était pas accessible. C'était effectivement un lieu qui n'était pas accessible, qui relevait finalement plus de la recherche scientifique que de l'exploitation commerciale.
encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment, avant que les premières exploitations aient commencé, si ces exploitations auront une vocation commerciale, dans le sens rentable ou non, ou si finalement cela constituera uniquement des prouesses scientifiques de pouvoir forer à de telles profondeurs. Oui. Aujourd'hui, il y a déjà des exploitations qui existent. Il y a déjà des permis qui ont été accordés. On est au début, vraiment. Donc ça va continuer à se développer. Sujet de recherche en cours. D'accord. Non, mais c'est bien d'avoir un sujet un peu concret qui peut permettre de comprendre ce qu'est la recherche juridique. Donc merci Gaëtan d'être prêté au jeu et d'avoir répondu à toutes ces questions. Eh bien, merci beaucoup Pauline de m'avoir invité. C'était très agréable. Et voilà qui conclut notre deuxième enregistrement. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je tiens à remercier sincèrement Gaëtan pour être venu échanger avec moi sur ses beaux projets de recherche et sur certaines des nouvelles problématiques du droit de la mer. Je souhaite également remercier Madame Néry, directrice du Centre de droit international, qui me permet d'enregistrer le podcast dans les locaux du centre, ainsi que toute l'équipe du CDI pour leur soutien. Je tiens enfin à remercier Andy Bonte et Bastien Bonte pour la réalisation du logo ainsi que du site internet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast et toutes les informations en rapport avec les enregistrements sur le site internet lepodcastdudroitinternational.fr. Je vous invite aussi à venir échanger avec moi sur LinkedIn dans le groupe Le Podcast du droit international. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur la page Le Podcast du DI. N'hésitez pas à aimer, commenter, vous abonner à la chaîne si vous nous écoutez sur YouTube et surtout à partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Pour toute demande particulière, vous pouvez également me contacter à l'adresse mail lepodcastdudroitinternational@gmail.com. Il est temps désormais de vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission dans laquelle je reçois Almodis Per, doctorante contractuelle au sein du projet Mercro, qui nous parlera de son sujet de thèse concernant l'enfermement des passagers clandestins sur les navires marchands. D'ici là, bon vent!